Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Bon, il y a mon PC qui est en train de laguer un peu là, mais bon, après, on va faire avec. Tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un petit truc, ok, juste chiller et voilà, passer à... Ah, bon écoutez, ça, je garde ça, modifier la photo. Je vais prendre une petite photo. Je pense que vous allez remarquer que il y a une photo particulière que j'aime. C'est le petit logo qu'on retrouve dans le Mac. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, en tout cas, si vous avez un Mac, normalement, vous savez que ce petit logo-là, il est iconique, hein. En tout cas, moi, je l'adore tellement, ce petit logo-là, que c'est lui que je vais prendre pour mon logo de PC. C'est bon pour vous. Non, mais les gars, est-ce que c'est bon pour vous? Bon, écoutez, si c'est pas bon pour vous, allez vous faire chier, hein. Bon, écoutez, aujourd'hui, j'ai prévu faire un petit react de la vidéo de Ego qui est juste sortie hier. Ok? Donc, c'est ce que j'ai prévu aujourd'hui. Et bah voilà, quoi, vous allez me suivre. Donc, on va le faire ensemble, hein. On va react ensemble. Ok, donc là, je crée ma chaîne. Youhou! Blablabla. Bon, je sais pas, mais est-ce que ça, c'est pas qui s'appelle, comment il s'appelle, comment déjà, qui fait ça? En tout cas, je m'en fous. Bon, écoutez, là, je viens de retrouver la vidéo de Ego. Comment comprendre le langage des aliens avec CNC et Talent. Ok, les gars, on y va, ok? On y va. Bon, avant que la vidéo... Ah ouais, ça envoie quand même, non? Ah ouais, ça envoie quand même un bon boom. Bon, déjà, avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous dire que je vais pas vous spoil, mais j'ai vu les 30 premières secondes. Oui, rien que ça. J'ai vu juste les 30 premières secondes de la vidéo. Donc, voilà. Il n'y a pas moyen qu'en réalité, je vous spoil. Ok, on va découvrir tout ensemble de A à Z, quoi. Donc, voilà. Let's go. Mais franchement, côté animation, côté vidéo, côté qualité, franchement, Ego, c'est un GOAT. Je sais pas si vous avez regardé sa dernière vidéo où on parlait de comment faire disparaître un corps. Écoutez, j'aime tellement Ego que je connais toutes ces vidéos, hein. Laissez-moi vous montrer. Vidéo. Non, vidéo. Comment faire disparaître un corps. Comment faire disparaître un corps. En plus, le gars, il est tellement fou qu'il met tuto. Non mais tuto qu'il met tuto. Franchement, 1,5 million en un mois, c'est Ego. Ah ouais, c'est toutes ces vidéos, ce sont toujours des bangers. Et je pense que ouais, c'est l'un de ces gars-là que je kiffe, franchement. Et je pense que vous aussi, hein. Voilà. Donc, let's go. Déjà, ça commence très bien, Quand ok? des aliens nous contacteront, comment est-ce qu'on les comprendra? Je sais pas, mais est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont ils parlent? Quand les années nous contacteront, comment est-ce que nous irons à leur rencontre? Je sais pas, mais ça peut paraître bizarre, vous trouvez pas? Je sais pas, est-ce que vous comprenez la manière dont Ego parle? Je sais pas, mais c'est toujours énigmatique, si je puis me permettre, en vrai. Et plus complexe encore, comment est-ce qu'on leur répondra? Le 8 avril 1960, à Greenbank, en Virginie-Occidentale, un astronome de 29 ans du nom de Frank Drake pointe un radiotélescope vers Mais dites pas qu'il va pouvoir recevoir un signal d'alien. deux étoiles voisines, Tau Ceti et Epsilon Eridani. Deux étoiles similaires à la nôtre et presque à côté de la nôtre, elles se trouvent à 12 années-lumière de la Terre. Ah ouais, à côté, 12 années-lumière. Ah ouais, tu parles d'à côté, hein. Tu parles ça d'à côté, hein. 12 années-lumière. Et tu me dis que c'est à côté. Alors, égaux. Alors là. Bon, écoutez, les gars, on continue, hein. C'est très proche à l'échelle de l'univers.
Et ce jeune homme, Franck, écoute. Il écoute une fréquence très précise, 1420 MHz. Hmm, du 1480 MHz. C'est le 26. Donc, excusez-moi pour la petite interruption. Du 1420 MHz, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment audible pour l'être humain? Si je ne me trompe pas, c'est pour l'être humain entre du 0 et du 280 décibels qui sont perceptibles plutôt par nos oreilles. Bon, à moins qu'il utilise une machine, ça c'est compréhensible, ok? Ça c'est vraiment, vraiment compréhensible, quoi. Donc, je pense que ça doit être ça. Il utilise une machine pour pouvoir lire jusqu'à cette distance-là, ok? Ça doit être ça. Sinon, que c'est ça? Voilà. Ah ouais, Étrange, me direz-vous. En fait, ouais, 1420 étrange, MHz, vraiment. c'est la fréquence d'émission de l'hydrogène neutre. Toujours étrange, ça ne nous aide absolument pas, Corentin, me répondrez-vous, et vous avez raison, mais vous allez voir que c'est malin. Ah non, je pense, excusez-moi, que le fait que ce soit de l'hydrogène neutre, donc la fréquence de l'hydrogène neutre, c'est un peu parce que, vous savez, l'hydrogène est l'élément qui est le plus présent dans notre univers. Si je me trompe pas, hein, je pense que c'est l'hydrogène, l'élément qui est le plus présent dans notre galaxie, la Voie lactée, et en dehors même. Donc je pense que c'est le fait que l'hydrogène soit quelque chose de commun à, disons, toutes les planètes, disons, de notre planète à 12 années-lumière de nous, l'hydrogène est ce qui est le plus commun à nous. Ok? L'hydrogène est le plus commun, ce qui fait que la fréquence de l'hydrogène peut être perceptible par nous tous en réalité. Je pense, hein. Je pense que c'est ma théorie, hein. Alors, let's go. Franck cherche à entendre quelqu'un. Quelqu'un d'autre que nous, quelque part dans l'univers, qui essaierait de se faire repérer. Et c'est pas pour vous, mais je pense que nous avons tous réellement envie que les extraterrestres existent. Et pour entendre ce quelqu'un, il faut deviner sur quelle fréquence il émet. Le spectre électromagnétique est immense et il faut choisir dedans une fréquence précise, celle qu'une civilisation extraterrestre de l'autre côté de la galaxie aurait elle-même de bonnes raisons de choisir. Ah ouais, ça c'est compliqué, hein. Faudrait que on puisse choisir la bonne fréquence, nous les deux. C'est-à-dire, et les aliens, et nous devons choisir la bonne fréquence pour pouvoir communiquer. C'est pas donné, de toute façon, que nous sommes à des années-lumière et que peut-être les aliens ne se doutent même pas que les humains existent. Bon, déjà, faudrait qu'ils existent. Parce que l'hydrogène neutre, c'est le gaz le plus banal de l'univers, celui qui remplit l'espace entre les étoiles. Sa fréquence, Ah, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? 1420 MHz, est universelle. On la capte depuis n'importe où dans la galaxie et aucune civilisation un tant soit peu curieuse de l'univers ne peut l'ignorer. En théorie des jeux, on appelle ça un point de Schelling. Quand deux personnes qui ne peuvent pas communiquer doivent se retrouver quelque part, elles convergent vers l'endroit le plus évident. À Paris, par exemple, ce serait la Tour Eiffel. Et dans le spectre électromagnétique, ça pourrait être 1420 MHz. Ok, donc comme je vous disais, 1480 Hz, c'est voilà la fréquence de l'hydrogène qui est l'élément le plus voilà présent dans tout l'univers. Ok, donc je pense que c'est disons le point zéro, si on peut l'appeler ainsi, ou l'origine de notre repère. Donc nous tous nous sommes sensibles à cette longueur d'onde là. Je ne sais pas si c'est perceptible parce que comme je vous le disais au départ, ah non, je suis en train de me tromper. Je parlais en termes de longueur d'onde et j'ai encore mélangé avec les décibels. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas du tout les mêmes choses, hein? Non, c'est pas du tout les mêmes choses. Je pense que je m'étais mélangé, voilà. Donc voilà, on continue. Voilà le raisonnement de Franck. Si quelqu'un, quelque part, veut se faire entendre, il choisira la fréquence que tout le monde écoute déjà. C'est vrai. Et Franck passe une partie de sa vie à écouter. Et puis il meurt, sans avoir entendu qui que ce soit. Ah, désolé Franck, hein.
Mais si sa vie est terminée, sa quête, elle, ne l'est pas du tout. Avant de partir, Ouais, forcément, forcément, on vous connaît. Quelqu'un scientifique commence une recherche et qu'elle suscite l'engouement des télés, des gouvernements et autres. Vous lâchez pas, hein. Vous lâchez pas, hein. Je vous connais ça. Je vous connais bien. Parce que moi, si je suis scientifique et je veux bien un jour faire une découverte qui va aider à l'évolution du monde. Frank Drake a laissé derrière lui une équation qui suggère qu'il devrait y avoir dans notre seule galaxie des dizaines de civilisations capables de communiquer, peut-être plus. Et depuis, on a multiplié les programmes d'écoute, on a tendu l'oreille vers des centaines de milliers d'étoiles, on a construit des radiotélescopes capables de capter le murmure Ah ouais. d'un émetteur au plus profond de l'espace. Et au bout d'un moment, face à cet interminable silence, faute de mieux, on propose des explications. Il y a ceux qui pensent qu'on est seul, que la vie complexe est une anomalie, un accident. Bon, je sais pas pour vous, mais je sais pas quoi penser réellement de. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on ne l'est pas? Parce que imaginez-vous, après le Big Bang, la Terre est la seule planète sur laquelle il y a pu y avoir de la vie après des millions d'années. Quelles étaient les probabilités que la planète qui se veut être celle sur laquelle on peut avoir la vie, que ce soit celle-là qui soit habitable? Parce que par exemple, si on prend la Lune, je peux pas habiter sur la Lune. Enfin, je peux pas vivre, si je peux le dire, hein, sur la Lune. Je peux pas vivre sur Mars, je peux pas vivre sur Jupiter et autres. Quoique je peux y aller, mais je sais pas, ouais, quelles étaient les probabilités que ce soit la Terre qui soit l'habitable? Je sais pas. Donc, c'est un vrai dilemme. Statistique qui ne s'est produit qu'ici et qui ne se produira nulle part ailleurs. Exactement, c'est ce que je disais. Il y a ceux qui pensent qu'on n'a juste pas eu de chance, que ces civilisations ont existé ou qu'elles existeront, mais que nous sommes désynchronisés, que les civilisations s'allument et Ouais, par contre, c'est possible que cette civilisation existe. C'est-à-dire, comme nous, par exemple, ça a pris des millions d'années, ça peut prendre des milliards d'années chez eux. Vous êtes d'accord? C'est bien possible, cette théorie. Elle est très possible, hein. Et je suis parfaitement partageant. s'éteignent dans la galaxie et qu'aucune n'est jamais allumée en même temps que la nôtre. Nous serions moins séparés par la distance que par le temps. Il y a aussi ceux qui pensent qu'elles sont déjà là et qu'on ne sait juste pas écouter, mais on continue à écouter comme on peut. On reçoit chaque jour des milliers de Ah, il faut écouter, n'est-ce pas? Il faut écouter. Eh bien, écoutez-moi. Vous allez me mettre ce petit pouce bleu comme moi je l'ai mis ici. Ah, il est noir. Il est plutôt noir. Bon, on continue, les gars. signaux qu'il faut trier, des interférences, des échos de satellites. En 1967, on capte un signal si régulier qu'on le baptise Petits Hommes Verts. Il s'est avéré que c'était un pulsar, une étoile morte en rotation. En Ah, 2019, on croit capter quelque chose depuis Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous, interférence terrestre. En ah. Australie, on traque pendant 17 ans un signal mystérieux. C'était le micro-ondes de la salle de pause. Wesh! Wesh! Non, mais ça, c'est. Oh, wesh! Le micro-ondes de la salle! Wesh! Ça, c'est incroyable! J'imagine la tête des scientifiques qui ont découvert ça. Wesh! Putain, sa mère, gros! Non, mais putain! Alors, j'aimerais pas être à leur place, hein. J'aimerais vraiment pas être à leur place. Ça ne mène à rien. Vraiment à rien. Waouh, la musique. Ah ouais, le calme. Est-ce que vous ressentez ce truc bizarre? Eh ben, le voilà, notre signal. Ah, ça, c'était un signal en vrai? Ça vient d'où? Et Ça vient maintenant, d'où? je vous pose à nouveau la question. Mhm. Comment est-ce qu'on apprend le langage des aliens? Je sais pas, mais est-ce que ce ne serait pas possible, par exemple, de faire comme nous avions fait pour apprendre les hiéroglyphes? Je suis d'accord que nous n'en sommes pas encore arrivés à une compréhension parfaite des hiéroglyphes, quoique on arrive quand même à donner quelques
interprétations de ça. OK? Donc, je sais pas, est-ce que ce sera pas possible de faire comme ça? Bon, par contre, si les allènes n'ont pas d'écriture, ça, c'est un problème. C'est un problème s'ils n'ont pas d'écriture. Et si leur écriture est bizarre, on va pas me comprendre aussi. Donc, je pense que c'est pas possible en vrai, c'est propal. Toutes les sources, les études, les articles dont nous nous sommes servis pour comprendre ce signal sont proprement répertoriés sur une page dédiée, dont le lien est en description, une page Ah fabriquée à la main grâce ouais, au partenaire de cette vidéo, Odoo, pour ah changer. Odoo, ouais, c'est quand une même. plateforme vidéo à laquelle je vous propose maintenant de retourner. Ok. Cet étrange signal, ça fait des décennies qu'on le capte et qu'on l'enregistre, qu'on a des heures et des heures de clics dans nos disques durs. Mais ça sert à quoi? Mais comment on fait une fois qu'on a tout ça? Comment on fait pour Exact. comprendre ce qu'on entend? En fait, quand on tombe sur un signal qu'on ne comprend pas, on a déjà une méthode efficace qui fonctionne depuis qu'on déchiffre des langues mortes. Ok, ça c'est la méthode qui permet de déchiffrer les langues actuelles ou les langues mortes, comme il a dit, de la planète Terre, bien évidemment. Casse des codes de guerre ou qu'on lit des inscriptions effacées. Et c'est cette méthode qu'on va appliquer à ce qu'on entend ici. Déjà, on commence par séparer le bruit du signal. Ah oui, parce que, par exemple, avec mon microphone actuellement, il y a du bruit. Ok? Il y a du bruit de mes frères qui sont en train de parler au dehors. Vous en faites pas, même si je vais crier et dire fermez-la, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire, calmez-vous. Donc déjà, je suis désolé pour ça. La qualité audio, elle est à claquer. Je suis complètement d'accord. Mais on va faire avec, ok? C'est ce qu'on a. Voilà. Mais j'ai une question. Comment on détermine ce qui représente du bruit et ce qui ne l'est pas? Peut-être qu'il va nous dire, hein, peut-être. Tout dans ce qu'on entend n'est pas information. Il faut isoler ce qui ressemble à un message de ce qui ressemble à du parasitage. Dans le cas qui nous occupe, c'est plutôt facile. Ce qu'on entend arrive par paquets nets, séparés par du silence. Le signal se distingue tout seul du fond. Bien, une fois qu'on a isolé ce qu'on pense être un signal, on cherche ces unités, les plus petites briques élémentaires qui composent le langage qu'on cherche à déchiffrer, comme un texte dont on chercherait la plus petite unité. Une page, puis un paragraphe, puis une phrase, puis un mot, puis une lettre. Si on ne peut pas descendre plus bas, on a trouvé la brique élémentaire du texte. Je simplifie, mais vous comprenez l'idée. Et Ouais, c'est j'ai ça qu'on compris. cherche ici, la plus J'espère petite que vous unité. avez aussi compris, hein, parce que moi j'ai compris. Voilà. Et a priori, il ne faut pas écouter notre signal trop longtemps pour trouver notre unité, le clic. Bon, c'est bien, mais a priori, pris individuellement, un clic ne dit rien. C'est une percussion, une pulsation, toujours la même. Si on n'avait que ça, on conclurait à un phénomène mécanique, une horloge, un battement quelconque. Mais ici, on a plus que ça. Ah ouais? Qu'est-ce Parce qu'on que a en ces clics ne plus? sont pas seulement réguliers, il y a comme une structure qui apparaît. Les clics sont groupés. Ils arrivent par paquets de quelques secondes séparés les uns des autres par des silences plus longs. À l'oreille comme à l'œil, ce qui se distingue, ce ne sont pas les clics, ce sont ces paquets. Et en regardant un peu plus attentivement, on s'aperçoit que les paquets eux-mêmes ne sont pas anodins. Chaque paquet a une architecture interne. Les clics qui le composent ne sont pas distribués uniformément. Il y a des clics serrés, des clics espacés, des silences qui rythment le paquet. Mhm. Bon, Ouais, c'est prenons vrai. celui-ci qu'on a dans les oreilles depuis le début. Un clic isolé, une pause, un clic isolé, une pause et 3 clics serrés. On Ouais. l'écrit 1 plus 1 plus 3. Il dure un peu plus d'une seconde. C'est l'architecture la plus fréquente, mais ce n'est pas la seule. Celui-là, par exemple, c'est 4 clics également espacés, un rythme régulier sans pause interne. Celui-là, Mais attendez, on retrouve tout ce genre de signaux dans l'univers. Waouh. Mais par contre, mes frères sont en train de vraiment crier là, non? Vous trouvez pas? Bon, excusez-moi quand même. c'est un clic isolé, une longue pause, puis 3 clics serrés. Vous voyez, on a des architectures qui sont différentes, mais des logiques similaires, des groupes de clics, des silences internes, une signature rythmique. Les paquets durent entre 1 et 5 secondes et contiennent entre 3 et 12 clics au total. On les a appelés des codas, du latin coda, la queue. C'est le terme musical pour la phrase finale d'un mouvement. C'est un terme potentiellement imparfait parce qu'à ce stade, on ne sait même pas ce que sont ces séquences. Est-ce que ce sont des phrases? Est-ce que ce sont des mots? On ne sait Exactement, pas, on sait voilà. pas. Mais on sait quelles sont l'unité de base de notre signal et tout le reste va se construire à partir d'elles. Donc c'est bien, mais c'est pas assez.
C'est pas du tout assez. Si vous avez regardé la dernière vidéo de Ego, donc celle-là, a priori, celle-là qui est ici, tuto, comment faire disparaître un corps, je pense que c'est bien, mais c'est pas assez. Il va vous hanter, je vous assure. Allez regarder cette vidéo. C'est bien, mais c'est pas assez. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est bien, mais c'est pas assez. Pour comprendre ce que ces sons veulent dire. Comment est-ce qu'on va plus loin? Eh bien, on a fait quelque chose de simple. On a disséminé des récepteurs sur toute la planète et on a écouté. Ah ouais, c'est assourdissant, hein. Le signal est partout. Où qu'on place un récepteur, on capte des codas. Et puis, on se rend. Bah, petit truc, c'est des codas, ok? C'est des codas, pas des codes. Et c'est bien ce qu'il a dit. Je pense, laissez-moi voir si... Voilà, c'est des codas. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, quoi. Des codas. Voilà. Je suis scientifique, vous voulez quoi? Je connais ça, ok? Voilà, je connais. Ah, je me rends compte que je n'avais pas mon screen ici. Ok, donc voilà, je vous montre rapidement sous-titres des codas. C'est bon pour vous? Ok, super. On continue. Compte d'autres choses. Sur un même récepteur, à un même moment, on capte parfois des codas qui se chevauchent. 2 séquences en même temps. Puis 3, comme des voix qui se marchent dessus dans une pièce bondée. Ce qu'on écoute depuis le début, c'est pas un signal, ce sont des milliers de signaux qui viennent potentiellement de milliers de sources dispersées qui produisent des codas en permanence. Exactement. Des sources différentes. Mais les signaux peuvent se mélanger. Et c'est pratiquement pareil à ce qui se passe actuellement. Je parle et vous pouvez entendre le son des oiseaux qui sont en train de chanter au dehors ou le son de mes frères qui sont en train de crier. Voilà, donc c'est un truc pareil. Wow. Comment est-ce qu'on démêle tout ça? On commence par comparer. On prend les codas captés par chaque récepteur et on regarde quelles architectures Ok. reviennent et lesquelles sont absentes. Déjà, toutes les sources n'utilisent pas les mêmes architectures, mais c'est pas non plus le chaos. Chaque source n'aurait pas son propre répertoire. Ce qu'on observe, c'est que les sources captées par un même récepteur se ressemblent. Elles utilisent Ok. les mêmes architectures, les mêmes combinaisons, et les sources captées par un récepteur distant, elles, en utilisent d'autres. Des groupes se dessinent, et ces groupes ne se mélangent pas. Aucun coda intermédiaire qui appartiendrait à deux groupes à la fois. Aucune source qui utiliserait des architectures de l'un et de l'autre. Soit on est dans un groupe, soit on est dans un autre, pas autre. Ok. Comme si chaque source était née dans une case et n'en sortait jamais. Si je vous dis ça, c'est parce que la chose ressemble dangereusement à quelque chose qu'on connaît bien dans notre propre espèce. Ah Des ouais, c'est groupes quoi? distincts, des frontières internes, des sources qui partagent un répertoire commun avec leurs voisins immédiats et rien. Ah ouais, c'est vrai. Vous savez, sur notre terre, nous avons plusieurs langues, par exemple. Nous avons le français, nous avons l'anglais, nous avons le chinois, le japonais, le fon, le gun, le bariba, et tout ça, quoi. Donc, c'est un truc du genre, je pense. Ça doit être ça, hein. Donc, les aliens ont plusieurs langues. Vous imaginez, les gars? Vous imaginez? Avec ceux d'à côté. On a un mot pour ça chez nous. Euh, Langage. ok, c'est ça le langage. Alors, les chercheurs hésitent eux-mêmes encore sur le mot. Certains parlent de dialecte, d'autres de langage, d'autres préfèrent dire systèmes vocaux culturellement transmis, ce qui est plus prudent. Et plus laid aussi. Mais on ne sait toujours pas à quoi on a affaire. Et peut-on blâmer les chercheurs? Comment comprendre quoi que ce soit à ça? Le même coda, en boucle. On ne va nulle part là. On ne va vraiment nulle part, là. Mais peut-être qu'on ne va nulle part uniquement parce qu'on n'est pas assez attentif. Alors soyons attentifs, soyons minutieux. Enregistrons un même émetteur, une même source, sur une longue durée. Ça a Puis pris combien de découpons. temps? Alignons tous ces 1 plus 1 plus 3. Ils ont l'air identiques, je sais, mais regardez ce qui se passe quand on mesure tout. Les durées totales, les microsecondes entre les clics. On découvre que chaque 1 plus 1 plus 3 est légèrement différent du précédent. On a l'impression d'entendre la même chose,
Peut-être uniquement parce qu'on ne sait pas écouter. Regardez, ces minuscules différences sont structurées. On a identifié au fil des analyses 4 choses qui varient. 4 paramètres mesurables, distincts. Je vous les présente, un par un. Le premier, Ok. c'est le tempo. C'est la durée totale du coda. Un même 1 plus 3 peut durer 1 seconde ou 1 seconde et demie, selon le moment. Le deuxième, c'est le rythme. C'est l'écart précis entre les clics. À l'intérieur d'un 1 plus 3, l'espace entre le premier et le deuxième clic peut être plus ou moins long. Le troisième, c'est l'ornementation. C'est l'ajout d'un clic supplémentaire en fin de coda. Un plus 3 peut devenir 1 plus 3 plus 1. Un petit clic ornemental. Le quatrième et le dernier, c'est le rubato. Un changement très subtil de la durée entre certains clics d'un même coda. On y reviendra. Voilà. 4 paramètres. 4 choses qui bougent quand une source produit un coda. Vous voyez, on croyait qu'on écoutait tout ce qu'il y avait à écouter, un clic et 3 clics, mais plus on... Je pense que ça, c'est pour déboucher. Seize h 40. Donc, je pense que ça, c'est pour déboucher sur ce qui s'appelle les phonèmes. Donc, vous savez, chez nous, par exemple, quand on parle le français, on a différentes manières de dire le A. Il y a peut-être les Français qui vont dire A et d'autres qui vont dire A. Et voilà, je pense que c'est ce sur quoi on veut réellement déboucher en parlant de cette différence avec le tempo, le rythme, etc., quoi. creuse et plus on comprend qu'on ne comprend rien et qu'il faut continuer à creuser en étant beaucoup plus attentif, beaucoup plus ouvert. On est en train de décrypter un nouveau système de communication potentiellement radicalement différent de tout ce à quoi nous sommes habitués. Il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, reprenons ces 4 paramètres, mais cette fois regardons-les moins comme une liste que comme un comportement, comme quelque chose qu'une source fait ou ne fait pas au moment où elle produit un coda. Les 4 paramètres ne fonctionnent pas de la même manière. Le tempo et le rythme sont des choix catégoriels. Il existe une poignée de tempos possibles, une vingtaine de rythmes possibles, et la source pioche dedans. Ce sont des briques qu'on sélectionne. Les autres, l'ornementation et le rubato, c'est différent. Prenons une même source, que nous appellerons 0. Ok? Si on suit 0 pendant des heures, sur des centaines de codas, on s'aperçoit que son ornementation n'est pas stable du tout. Le même clic supplémentaire à la fin du coda, il est Ouais. là, puis il est plus là. Le rubato non plus n'est pas stable. La durée du coda se décale légèrement, puis revient, puis se décale autrement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui pourrait pousser ces choses à changer leur signal de cette manière? Je pense que c'est vraiment l'histoire des phonèmes. Ça pourrait être plusieurs choses. Ça pourrait être du bruit, ça pourrait être lié à l'état interne de la source, quelque chose qui changerait dans l'émetteur lui-même, son énergie, sa position, sa température. Mais j'ai une troisième hypothèse. Et si ce n'était ni du bruit, ni quelque chose d'interne? Et si la réponse n'était pas dans 0, mais autour de 0? Alors écoutons les sources proches de 0. Quel pattern est-ce qu'on pourrait remarquer? Je sais pas, moi, je sais pas. Je sais vraiment pas, hein. Tu Et veux que je si on remarque quoi, prenait là? les variations de 0 et que cette fois on les alignait avec une autre source? Bah, ça corrèle. Hein? L'ornementation et le rubato de 0 dépendent du coda qu'une autre source vient de produire. 0 ajuste ses codas en fonction des codas d'une autre source. Les sources ne se répètent pas, elles se répondent. Hein? Nous J'ai pas sommes en train compris. d'assister à un dialogue. Ok! Pour essayer de comprendre ce dialogue d'aliens, il faut revenir vers nos voix humaines. Quand on prononce une voyelle, un A par exemple, l'air sort de notre bouche en vibrant. Et ce n'est Oui, pas une seule fréquence qui sort de notre bouche, ce sont plusieurs fréquences en même temps. Et oui, c'est parmi toutes vrai. ces fréquences, certaines sont plus puissantes que d'autres. Ces fréquences dominantes, on les appelle des formants. Le A, par exemple, a un formant dominant. Le I en a deux. Cette différence, un formant ou deux, c'est ce qui permet à notre oreille de distinguer un A d'un I. C'est la signature spectrale d'une voyelle. C'est comme ça d'ailleurs que fonctionnent les systèmes de reconnaissance vocale. Ils analysent les formants. Bon voilà, détour terminé, retour à nos aliens. Vous vous souvenez, tout au début, on cherchait nos plus petites briques, les unités élémentaires, celles qu'on ne peut plus diviser, les lettres de nos textes. Eh oui, Dans nos codas, les plus petites unités, on a bien vu que c'était les clics, on est d'accord? À oui. l'écoute, c'est bien ce qu'il nous semble.
Un clic, Mhm. bon bah c'est un clic. Une percussion, toujours la même. Si on les regarde rapidement, ils sont tous interchangeables. Sauf qu'en fait, ici aussi, on peut zoomer. Et quand on regarde le spectre d'un clic, la liste de toutes les fréquences qu'il contient et de leurs intensités, on découvre quelque chose. On Certains découvre clics ont quoi? une fréquence dominante, d'autres en ont deux. Vous voyez, ici on a une fréquence, ici on en a deux. La plus petite brique, ce n'est pas le Ok. clic, mais là où les fréquences qui la composent. Il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que tous les clics d'un même coda ont le même type de signature. Si le premier clic d'un coda est à une seule fréquence dominante, tous les autres clics du coda le sont aussi. Voilà, donc je pense que c'est pour déboucher sur ce que je vous disais, les phonèmes. Vous savez, bon, je vais pas reprendre l'explication que je disais. Nous utilisons des phonèmes. Et je pense que c'est possible que les aliens utilisent des phonèmes. Possible. Mais vraiment quoi, Jean, c'est vraiment possible quoi. Si le premier en a deux, tous en ont deux. Pas de mélange. Soit un coda entier est à une fréquence dominante, soit il est à deux. Les chercheurs ont nommé les deux types. Ils ont appelé A les codas à une seule fréquence dominante, et ils ont appelé I les codas à deux fréquences dominantes. Ça veut dire que la structure du contraste, une fréquence dominante d'un côté, deux de l'autre, c'est exactement la même que celle qui, chez nous, sépare un A d'un I. Exactement la même. Mais à l'oreille, ça ne ressemble pas du tout à un A, ni à un I. Exactement, exactement. À l'oreille, on est tous d'accord que ça ne ressemble ni à un A, ni à un I. Ok? On est tous d'accord. Ce signal-là, c'est pas un A, c'est pas un I. Si on écoute un coda, on entend des clics, des percussions sèches, rien de vocal, rien qui ressemble de près ou de loin à une voyelle. Donc, on a la même structure, mais on n'a pas le même son. Pourquoi? On peut essayer de comprendre en regardant ce qui se passe quand vous produisez une voyelle. Quand vous dites A, ce qui sort de votre bouche, c'est un son continu, un son lisse, stable. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit, mais si vous regardez le spectrogramme de ce même A, si vous regardez ce que votre voix fait vraiment dans le détail, vous ne voyez pas du tout un bloc. Vous voyez une succession de petites vagues, des pics d'énergie très rapprochés, séparés par des creux minuscules. Donc quand je dis A, A, c'est tout ça là. Incroyable, hein? Incroyable. Et je pense la science va vraiment, vraiment très loin. Je suis très, 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 très content d'être humain quand je vois tout ça. Votre voix produit une rafale de petites impulsions tellement rapides, tellement serrées que votre oreille les fusionne en une seule sensation. Waouh. Un pic, un creux, un pic, un creux. Ça vous fait penser à quoi? Un C'est pas, clic, un silence, un clic, un silence. La seule différence, c'est la vitesse. Quand vous dites A, vos vagues défilent en quelques millisecondes, mais quand une source produit un coda, ces clics se déploient sur 1, 2 secondes. Nous compressons des dizaines d'oscillations dans un battement de cils, elles les étirent sur un souffle. Le même geste, ok. la même mécanique, juste une échelle de temps différente. Et donc immédiatement on a envie de faire quelque chose. On peut prendre le coda qu'on entend Et le compressé. depuis le début, le 1 plus 1 plus 3, et on va l'accélérer. Comprimer Exactement. ces clics. Faire ce que notre Ah, le comprimé, pas le compressé. C'est pas la même chose, hein. oreille fait Merci, Ego. naturellement quand elle écoute notre propre voix. On accélère, et encore, et encore, et encore. Ça, c'est un Assourdissant, assourdissant. A, ça, c'est un I. Nous ne sommes peut-être pas si différents des sources que nous étudions. Quoi? Vous voulez me dire que ce qu'on vient d'écouter là, c'est un I, mais qui provient d'une source, disons, extraterrestre? Ouah. Bon, c'est un I, d'accord, mais nous sommes tous d'accord que même si on arrive à décoder en disant ce que nous utilisons, par exemple le A, le E, le I, le F, je ne sais pas, est-ce qu'on pourra réellement comprendre leur langage? Parce que une chose est d'entendre, mais une autre est de comprendre. C'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne vivons peut-être simplement pas à la même vitesse.
Soyons clairs, hein, je suis pas en train de vous dire que ces sources parlent notre langue, pas que leur A est notre A. Je dis que la structure du contraste, une fréquence dominante d'un côté, deux de l'autre, Ah, je commençais déjà à dire ça. est exactement la même que celle qui, chez nous, sépare deux voyelles que tout le monde reconnaît. Le contraste est là, la structure est là. Bref, on se rend bien compte qu'on était à côté de la plaque vis-à-vis de ce qu'on pensait être la plus petite brique, qui n'est finalement pas le clic, qui est déjà composite, mais bien la fréquence dominante. Et il y a encore des couches en dessous de celle-là, des glissements, des modulations qu'on commence à peine à cartographier. Plus on zoome, plus c'est profond. Mhm. Mais à l'heure où je prononce ces mots, on comprend à peine plus ce langage que ce que je viens de vous présenter. Et je sais que vous êtes probablement déçus, mais cette vidéo est loin d'être terminée. Ah non. Ah ouais, elle est vraiment loin d'être terminée. Il nous reste encore 19 minutes de vidéo. Et moi, je suis en train de parler. Ça fait déjà une vingtaine de minutes que je suis en train de tourner quand même, hein. Donc, je vais essayer de fermer ma bouche quand même, hein. Parce que je pense que là, vous commencez à devenir un peu saoulé. Voilà. En 2025, une équipe publie un modèle d'apprentissage automatique. Il l'appelle WAM. Le principe rappelle celui des intelligences artificielles qu'on connaît déjà. On donne au modèle des milliers d'exemples et il apprend tout seul à en repérer les structures. Sauf qu'au lieu de lui donner nos textes, on lui a donné leurs clics, des centaines de milliers de codas réels. Et WAM peut faire deux choses. Une, il analyse n'importe quel coda et le décompose en ses paramètres. Architecture rythmique, tempo, rythme, ornementation, rubato, signature spectrale, tout d'un coup, tout pour chaque coda. Deux, il génère des codas. À partir d'un input, un chant d'oiseau, une voix humaine, n'importe quel signal sonore qu'on lui donne, il produit une séquence de clics structurée comme un coda authentique, souvent indistinguable des vrais codas à l'analyse comme à l'écoute. Vous voyez où on va? Si on a un modèle qui produit des codas authentiques, on peut faire plus qu'écouter et analyser, on peut générer un coda, le transmettre aux sources et regarder comment elles réagissent. Ah Cette oui, c'est expérience vrai. n'a pas encore été menée à grande échelle. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, faudrait quand même déjà comprendre. Parce que, imaginez, imaginez des aliens qui ont fait la même chose que nous, et du coup, ils nous envoient depuis chez eux, nique ta mère comme signal. Parce qu'ils ne comprennent pas, bien évidemment. Mais ils nous envoient nique ta mère en plein dans le fouet. C'est pas ce qu'on ressentirait, hein. C'est pas ce qu'on ressentirait quand même, hein. Les chercheurs avancent prudemment, mais ce qui est dingue, c'est qu'on a passé 65 ans à écouter, qu'on entend, qu'on ne comprend pas encore un seul sens, mais qu'on est, pour la première fois, sur le point de leur parler, dans leur langue. Parler à qui? Bon, ne m'en voulez pas pour ce qui va suivre, ok? C'est vrai parce que depuis le début, on parle de comment comprendre le langage des aliens, comment parler aux aliens et tout et tout et tout. Mais qu'est-ce qui nous prouve que les aliens existent? Rien, a priori. On reviendra aux aliens à la fin, c'est promis, vous m'avez fait confiance jusqu'ici, continuez jusqu'au bout, mais je dois vous dire la vérité. Ces créatures que l'on cherche à comprendre, en fait, on les connaît déjà un peu. Non, ne me dites pas que ce sont les dauphins, les orques, etc., etc. Parce que je pense que, voilà, les animaux, et tout, ils communiquent. Vous êtes d'accord avec moi? Un mouton, ça communique avec un autre mouton, forcément. Et ça émet des ondes. Ça émet sur des fréquences données. Quand on prend les baleines, je me rappelle plus trop c'est quel type de baleine, mais je sais qu'elles communiquent. Elles émettent réellement des ondes jusqu'à l'ordre des 1000 décibels. Par contre, ouais, parce que c'est pas perceptible, perceptible. Quand est-ce que je vais arrêter par dire perspectible au lieu de perceptible? En tout cas, je laisse Ego continuer. Je pense qu'il va nous éclaircir. Oh, 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 c'est ce que je disais. Physeter macrocéphalus. Des cachalots. On les croise depuis qu'on a inventé les bateaux, on a écrit des livres sur eux, on en a fait des monstres, des trésors, sans rien savoir ou comprendre de ces créatures. La plus grosse espèce à dents qui existe sur cette planète.
le plus gros prédateur carnassier du monde vivant. 18 mètres pour les mâles, jusqu'à 50 tonnes, l'équivalent de 10 éléphants. Ils peuvent vivre 70 ans, parfois plus. Ah ouais. Vous les trouvez partout, tous les océans, de l'équateur aux limites de la banquise. Aucune autre espèce de cette taille n'a colonisé l'ensemble de la planète comme eux, capable de plonger à 2 km de profondeur, dans le noir absolu, où tout est écrasé à 200 fois la pression atmosphérique. Capable aussi d'y rester 1 heure sans respirer, d'y chasser, des calmars géants parfois qu'ils combattent dans le noir et qu'on retrouve après le combat comme marque de ventouses sur leur peau. Personne n'a jamais vu ces combats, juste les cicatrices. Quand ils dorment, ils le font verticalement et en groupe, immobiles, alignés à quelques mètres sous la surface. Dinguerie. En Leur gros, tête tu fait à dis, elle seule un tiers de leur corps. Elle contient un organe unique au monde qu'on appelle l'organe du spermacétie. ça doit être le cerveau, non? Plusieurs tonnes d'une cire liquide dont, après 2 siècles d'études, on ne comprend toujours pas tout. Et ils possèdent le plus gros cerveau qui existe sur cette planète. Un cerveau de 8 kilos dont ils se servent notamment pour produire des clics qui ont 2. Mais écoutez, je ne sais pas pour vous, hein, mais pour cette taille et pour cette masse, c'est-à-dire 50 tonnes, un cerveau de 8 kilos, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose, hein. Quoique, c'est beaucoup. Ok, c'est vraiment énorme, 8 kilos. Mais pour cette taille, c'est pas, hein, c'est vraiment pas quoi. C'est vraiment pas. Fonctions bien distinctes. La première, fascinante, c'est l'écholocation. Un son est émis, il rebondit sur quelque chose, il revient et on sait que ce quelque chose existe et où il se trouve. Quand je dis un son est émis, c'est vraiment qu'un son est émis. Une fusée au décollage, c'est 180 décibels. Un clic de cachalot peut monter à plus de 230 décibels. Quand un cachalot clique à côté de vous, tout votre corps vibre. Vous ressentez ces clics dans vos os, dans votre chair. Bref, un vrai sonar. La deuxième fonction de ces clics, c'est une fonction sociale. Vous les connaissez, ces deux dont on parle depuis le début, les codas. Les cachalots s'en servent pour discuter entre eux, et ce sont bien ces clics si particuliers qui ont fasciné les chercheurs du programme SETI dont je vous ai présenté le travail. Dans le domaine de la communication animale, c'est le projet le plus abouti au monde. Leur objectif est simple mais terriblement ambitieux, pouvoir communiquer avec une autre espèce animale. Et ici, ça passe par ces clics que nous venons d'étudier. Clics fascinants, me direz-vous, mais un peu moins maintenant qu'on sait que ce ne sont pas des aliens. Corentin, nous on veut apprendre à parler aux aliens. Mais en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous montrer. Là, on vient de regarder l'humanité essayer de comprendre une autre espèce, de forcer un dialogue, de projeter ses outils, la linguistique, la phonétique, l'apprentissage automatique, des décennies de théorie du signal, sur une Ouais. autre forme d'intelligence. Et la créature qu'on a choisie, je sais qu'elle a l'air d'être radicalement différente, mais c'est une cousine, vraiment. Même sang chaud, mêmes hormones, à peu de choses près. Mêmes os, un fémur, un humérus, des phalanges sous Un numérus, je ne sais pas pour vous, mais un numérus, waouh. la nageoire. La même façon de porter ses petits 9 mois dans le ventre, de les allaiter ensuite. La même vie en groupe, le même ancêtre quelque part il y a quelques dizaines de millions d'années. Un petit mammifère qui couinait dans la forêt et dont la lignée s'est divisée en deux, ceux qui allaient retourner à l'eau, et nous, notamment. À l'échelle de ce que l'univers pourrait produire comme forme vivante, le cachalot, c'est presque nous, franchement. C'est la version la plus accessible de l'exercice comprendre l'autre, et pourtant, après tout ce qu'on a déployé pour le résoudre, on ne comprend quasiment rien. On a des contours, des structures, des intuitions, une grammaire de surface peut-être, mais pas un mot, pas une phrase, pas un sens. Je vous laisse imaginer ce que donnerait l'exercice réel. Celui où l'autre n'aurait pas notre ancêtre, pas notre chair, pas notre chimie, pas notre temps, pas peut-être ce qu'on appelle un cerveau ou un corps. Une espèce dont la communication ne passerait peut-être pas par le son, ou par l'image, ou par rien de ce qu'on sait reconnaître. Et c'est ce qu'avait en tête Frank Drake en 1960 quand il a braqué son télescope vers le ciel. S'en est suivi un mouvement mondial de recherche d'intelligence extraterrestre, le programme SETI avec un S, et le programme qui étudie les cachalots, lui, s'appelle SETI avec un C. La seule différence, c'est que les aliens qu'ils cherchent à comprendre ne sont pas à des milliers d'années-lumière de nous. Ils sont À juste quelques là. mètres, dans nos océans. Et il y a une question encore plus importante à se poser vis-à-vis de ces aliens voisins, celle qui est vraiment au cœur de cette vidéo. Et pour que vous la compreniez, il faut
qu'on retourne dans l'eau. Ok. Un cachalot, ça vit en groupe. Une dizaine de femelles, mères, filles, sœurs, tantes, grand-mères, qui restent ensemble toute leur vie. Plusieurs générations sous l'eau, soudées sur des décennies. Les mâles, eux, partent à l'adolescence et deviennent solitaires. Au sein de ce groupe, les femelles s'occupent de tous les petits, pas seulement des leurs. C'est ce que les biologistes appellent l'alloparentalité. C'est un comportement qu'on ne connaissait jusqu'ici que chez les primates et quelques autres espèces très sociales. Quand une mère plonge à 2 km pour chasser et qu'elle laisse son nouveau-né en surface, une autre femelle reste avec lui. Et les rôles tournent au sein du groupe. L'une Waouh. plonge pendant que l'autre garde, et inversement quelques heures plus tard. Le groupe C'est entier s'arrange pour qu'aucun petit ne soit jamais seul. wow, c'est trop chou. C'est pas pour vous, mais c'est trop mignon. En 2025, les chercheurs du SETI ont assisté et filmé pour la première fois un événement extrêmement rare, une naissance. Pendant que la femelle accouche, les autres se rassemblent autour d'elle, tête tournée vers le centre. Le petit naît, remonte à la surface. Les autres le poussent vers le haut, le portent sur leur dos pour qu'il prenne sa première respiration. Et plusieurs des femelles présentes ne sont pas de la famille de la mère, et elles aident quand même. Quand un prédateur approche, un groupe d'orques par exemple, ils se mettent en cercle, tête vers le centre, queue vers l'extérieur, les jeunes au milieu. Les adultes battent l'eau de leurs nageoires caudales qui peuvent tuer une orque d'un seul coup. Les biologistes appellent ça la formation en marguerite. De temps en temps, deux groupes qui ne s'étaient jamais vus se croisent en pleine mer. Ils s'arrêtent. Ça ressemble à une sorte de réunion de famille élargie. 8 Waouh. kilos de cerveau, c'est le plus gros qui ait jamais existé sur cette planète. Un néocortex aussi développé que le nôtre. Et même quelque chose qu'on pensait être propre aux primates et aux éléphants, des Quoi? neurones en fuseau, des cellules qu'on associe chez nous à l'empathie, à la conscience de soi, aux décisions sociales complexes. Mais ils en À ont la aussi. réflexion, en bref. Et ça correspond à ce qu'on observe. Ils ont des amis, des préférences, des individus avec qui ils passent plus de temps qu'avec d'autres, sur des années. Quand un membre du groupe meurt, les autres restent autour du corps, pendant des heures. Personne ne sait Waouh. ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là, mais les biologistes n'hésitent pas à parler de comportement de deuil, comme chez nous. Et ils transmettent leur langue à leurs enfants aussi. Un petit cachalot, en fait, ne parle pas à la naissance. Il babille des séries de clics désordonnés, sans structure, sans rythme. Et il met des années à acquérir le répertoire de son clan, à apprendre à articuler les codas correctement, à les enchaîner, à répondre, comme un enfant humain qui passe du babillage à la phrase. Parce que les codas ne doivent pas être appris n'importe comment. Les cachalots de l'Atlantique ne produisent pas les mêmes codas que ceux du Pacifique. En tout, il existe une vingtaine de clans avec leurs propres architectures de codas. Est-ce que là, vous voulez me parler des dialectes, des langues euh, chez les cachalots? C'est possible, hein? Au sein d'un même clan, on entend même des accents, des manières légèrement différentes de prononcer les mêmes codas d'un groupe à l'autre. Comme à l'intérieur d'une même langue, on entend qu'on n'est pas de la même région. Ils sont beaux et ils sont passionnants et ils sont fascinants. Ils le sont d'autant plus que plus on apprend à les connaître, plus on se rend compte qu'ils nous ressemblent. Franchement, regardez-les. Ce cachalot qui parle à son clan. Ce cachalot qui joue. Ce cachalot qu'on tue. Aïe, putain, putain, wesh, wesh. Ça fait longtemps qu'on le fait. On a commencé à les tuer industriellement il y a 200 ans pour l'huile. Je vous en parlais, un cachalot adulte contient dans sa tête jusqu'à 2000 litres de cette substance cireuse qu'on appelle le spermacétie. Et c'est elle qui éclairait les villes au 19e siècle, qui lubrifiait les machines de la révolution industrielle et qu'on retrouvait encore dans les années 70 dans les transmissions automobiles et les missiles balistiques. Oh putain, 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 je savais pas. Franchement, moi, je suis de ceux qui sont vraiment contre tout ce qui est le draconnage. Je sais pas, dans la mer, est-ce qu'on parle de draconnage? Je sais pas, hein. Le braconnage, tout ce que vous voulez. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pas pour ce genre de pratique. Euh, Même si les animaux, écoutez, même s'il y en a qui prennent la Bible qui dit que Dieu nous a donné les animaux pour qu'on les mange, etc., etc. Franchement, j'aime pas ce genre de théorie. Ok, bon, je sais pas, si vous voulez manger, cultivez ça et mangez, quoi. Voilà, donc.
En plus que ce sont des espèces en voie de disparition, hein, je pense, quoi. Ce n'est même pas, je pense, j'en suis certain. Au XXe siècle, la chasse devient industrielle. Entre 1900 et la fin des années 1980, on tue 760 000 cachalots, soit Ah un tiers de la ouais! population mondiale en moins d'un Ah ouais! Ah ouais! Dinguerie! siècle. Et leur chasse a fini par s'arrêter. Cet album que je vous conseille d'écouter juste par plaisir et qui contient 30 minutes de chant exceptionnel de Baleine à Bosse contribue à l'arrêt de cette chasse. 100 000 exemplaires vendus qui amplifient un mouvement, Save the Whales, qui aboutit notamment à l'arrêt de la chasse commerciale au cachalot. Et c'est bien, on les a plus ou moins sauvés, mais c'est tout ce qu'on a sauvé. Les autres mammifères marins, on les chasse encore. Et tout ce qu'on vient de découvrir sur le cachalot, la vie en groupe, les babysitters, la langue maternelle, les amis durables, le deuil, on le retrouve à des nuances près chez chacun d'entre eux. Les globicéphales, famille matrilinéaire soudée sur des décennies comme les cachalots. Aux îles Féroé, chaque été, des bateaux les rabattent vers les plages. En 2017, 1203 individus abattus à la lance en une seule journée. Mères, Seigneur. filles, petits, la baie devient rouge pendant des heures, les survivants regardent. Les dauphins, capables de se reconnaître dans un miroir, capables d'apprendre des noms, chacun a un sifflement signature que les autres utilisent pour l'appeler. À Taiji au Japon, on en abat plusieurs centaines par an. On vide la baie au filet, on Oh sélectionne les plus putain, jolis pour les putain, delphinariums. Les autres, on les putain. tue en leur enfonçant une tige métallique dans la Ah, moelle j- épinière, derrière la tête. oh putain, putain. Oh putain, les gars. Les orques, les Putain, femelles je veux pas connaissent vous une faire voir préménopause ça. comme nous et restent dans le groupe pour Wesh, transmettre leur savoir aux plus wesh, jeunes, exactement comme une grand-mère humaine. wesh. Skilikum, capturé à 2 ans, séparé de sa mère, Putain. 33 ans dans un bassin en béton à SeaWorld où il pouvait à peine se retourner. Mort à 36 ans, une orque libre vit jusqu'à 80. Les baleines à fanon, l'album de 70, celui qui a fait arrêter la chasse au cachalot, c'était leur voix. Le Japon a repris la chasse commerciale en 2019. La Norvège en tue environ 500 chaque année. Ah Le putain. harpon explose à l'intérieur du corps. En Wesh. Islande, en 2022, 41% des baleines harponnées ne mouraient pas immédiatement. Et même ceux qu'on ne harponne pas, on les abîme. Le bruit sous-marin a doublé chaque décennie depuis 50 ans, avec des bateaux toujours plus puissants et toujours plus nombreux. Souvenez-vous, leur monde est fait de son, et on l'a transformé en autoroute. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose parce que eux, ils communiquent avec les sons. Et du coup, si nous prenons nos navires, ils font énormément de bruit, ce qui peut perturber leur communication, voire les embêter, quoi. Et provoquer peut-être chez eux de la révolte, si je puis dire. Et je vous vois venir, c'est honteux, c'est terrible, c'est indécent, et ça l'est. Mais c'est facile de condamner la chasse de créatures qui ne nous profitent pas. Beaucoup plus difficile de condamner les horreurs commises sur des créatures tout aussi complexes, tout aussi extraordinaires, mais qu'on a envie de manger. Bon, ça rejoint un peu ce que je disais au départ. Lorsque vous voulez, par exemple, manger du bœuf et autres, lorsque vous voulez manger un orque, bah, va falloir le cultiver, quoi. Va falloir faire la reproduction et autres. C'est ce que je disais. Mais vous êtes d'accord avec moi que on en consomme énormément, on en tue, si je puis dire, alors que ce sont des êtres. Je ne sais pas. Ce débat-là de est-ce qu'on doit manger les animaux, est-ce qu'on ne doit pas les manger, est-ce qu'on doit les utiliser à des fins commerciales ou pas? Franchement, les gars, je ne sais pas. Une chose est sûre, j'aime la viande de bœuf. Chaque année, dans le monde, on abat 80 milliards d'animaux terrestres. On pêche 2000 milliards d'animaux aquatiques, soit 10 fois plus qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. Et la plupart d'entre eux ne sont pas ce qu'on croit. Les cochons, curieux, joueurs, niveau cognitif d'un enfant humain de 3 ans. On leur a appris à manier un joystick, un test conçu pour des chimpanzés, et ils l'ont réussi. Ils sont très expressifs, ils utilisent toute une gamme de cris, d'appels, de grognements. Ils éprouvent de l'empathie. Quand un cochon voit un autre cochon stressé, il développe lui-même les signes physiologiques du stress, ce que les chercheurs appellent la contagion émotionnelle. On les castre dans les premiers jours de leur vie, on ouvre la peau du scrotum au scalpel, on extrait Ah, les testicules, on leur coupe la queue, on lime leurs dents, sans anesthésie. Les truies qui construisent bon, ça, je suis complètement d'accord pour ça, j'aime pas. Je vais vous raconter une petite histoire, hein. J'ai assisté au castrage, je ne sais pas si c'est comme ça se dit, de mon chien. Et j'ai même participé, parce qu'on m'a dit de tenir ses pieds. Et je vous assure, c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue de ma vie. OK? Le vétérinaire était venu.
et il devait passer à la castration du chien. Et on m'a demandé de garder ses pieds fermement. Mon père, lui, gardait les jambes, bon, les pieds avant. Moi, je gardais les pieds arrière. Donc, ceux où on a justement les testicules. Ce qui s'est passé, le chirurgien, donc le vétérinaire, il a sorti une lame, il a rasé les poils du testicule, il a déchiré en un claquement de doigts et il a sorti les testicules. Mon chien a bavé. Ouais, quand je vous dis qu'il a bavé, c'est vraiment qu'il a bavé. On lui a attaché la bouche, un peu comme dans la vidéo, ce qu'on a vu plus tôt là. Voilà, un peu comme dans la vidéo. C'est pas, je pense à un moment, on voit un cochon à qui on a attaché la bouche. Un truc vraiment pareil qui s'est passé. Et franchement, j'ai eu vraiment mal parce qu'il gigotait. C'est-à-dire, quand moi je prends mes couilles et que je les serre, quand je regarde la douleur, je n'imagine pas la douleur qu'on qu'on déchire tes couilles devant toi. Je sais pas. Pendant que tu es conscient, frère. Je ne sais pas, mais imaginez-vous cette douleur. Franchement, c'est vraiment pas bien. Franchement. En tout cas, personnellement, hein, personnellement. Et même mon père a remarqué ça. Il me demandait pourquoi est-ce que j'avais ce visage. Parce que, franchement, au départ, j'étais vraiment content parce que, je sais pas. Bon, je dirais pas que j'étais content, mais j'étais vraiment enthousiaste. Mais dès que j'ai vu la lame transpercer les testicules, alors là, j'ai changé de visage. J'ai vraiment changé de visage et j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment, vraiment pas aimé. La contagion émotionnelle. On les castre dans les premiers jours de leur vie, on ouvre la peau du scrotum au scalpel, on extrait les testicules, on leur Voilà, au scalpel, donc c'est un peu ça, avec une lame. coupe la queue, on lime leurs dents, sans anesthésie. Voilà, un truc pareil. Voilà, bon, c'est pas limer les dents, mais c'est un truc pareil, un petit garrot de bouche pour vraiment attacher la bouche du chien. C'est ce qui s'était passé. Les truies qui construisent quand elles le peuvent des nids pour l'arrivée de leurs petits de manière à ce qu'ils soient au chaud, rassemblés et protégés. Les truies donc passent leur vie dans une cage où elles ne peuvent pas se retourner et encore moins construire quoi que ce soit. Les canards. Une étude publiée dans Science en 2016 a démontré que les canetons, quelques heures après leur naissance, comprennent les concepts abstraits pareils et différents. Sans entraînement, une capacité que les chercheurs attribuaient à un petit nombre d'espèces, primates, corvidés, généralement après un apprentissage long. Pendant les derniers jours de leur vie, on leur enfonce un tube métallique dans la gorge, plusieurs fois par jour. Ah, Le foie gonfle jusqu'à 10 fois sa taille normale. ah, Ils ne peuvent plus marcher, on appelle ça le foie gras. Interdit dans plus de 20 pays. oh putain, non, c'est ça le foie gras. Bon, déjà, j'en ai jamais mangé, mais ouais, je me rends compte qu'on exploite. Oh putain. C'est-à-dire, il faut vraiment faire des recherches pour se rendre compte que rien ne va, quoi. Putain, franchement, Hugo, merci pour la sensibilisation. Franchement, merci beaucoup pour la sensibilisation. Légal en France. Les poules font de l'inférence transitive, vous allez voir. Donc si A est plus grand que B et B plus grand que C, elles déduisent que A est plus grand que C. C'est une capacité que les psychologues du développement associent traditionnellement aux enfants d'environ 7 ans. Elle montre des signes de métacognition qui est la capacité à évaluer ses propres connaissances ou incertitudes longtemps considérées comme propres aux humains. Dès leurs premiers jours de vie, les poussins savent manipuler mentalement des quantités, additionner ou soustraire de petits nombres. Ils les organisent même le long d'une ligne numérique mentale, en plaçant spontanément les petites quantités à gauche et les grandes à droite, comme chez les humains. Ah ouais? Dans d'autres expériences, ils suivent la trajectoire d'objets dissimulés derrière des écrans, une compétence dite de permanence de l'objet que les bébés Homo sapiens ne développent qu'à partir de 6 mois. On coupe la pointe du bec des poussins à la naissance, au laser, Aïe, au fer chaud, au aïe. savon, sans Oh anesthésie, et le bec d'une putain. poule est un organe sensoriel aussi riche en terminaisons nerveuses que la pulpe de nos doigts. Les vaches, Ah, chacune a sa voix, elles forment des amitiés. bon, par contre, je ne sais pas. Putain, ça fait. Ça, je voulais dire une chose, c'est que je n'ai jamais vu ça, par exemple, au Bénin, mais là, je vois une main d'Africain, ok, typiquement. Donc, je me dis, ça se fait en Afrique, quoi. Franchement, et quand je vois ça, oh, franchement, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment mal. Je suis d'accord que, bon, on va pas dire ça fait, je me sens plus humain, mais j'ai un peu mal quand même. J'ai un peu mal. Franchement, c'est chaud, quoi, frère. Au fer chaud,
à la lame, sans anesthésie, et le bec d'une poule est un organe sensoriel aussi riche en terminaisons nerveuses que la pulpe de nos doigts. Les vaches, chacune a sa voix, elles forment des amitiés stables, le lien entre une mère et son veau se forme dans les minutes qui suivent la naissance. Dans toute l'industrie laitière, le veau est retiré à la mère dans les heures qui suivent. La mère beugle pendant des jours, le veau développe un biais cognitif négatif, la signature scientifique de ce qu'on appelle, chez nous, la dépression. Des vies sensibles et des intelligences extraordinairement complexes qu'on refuse de regarder en face parce qu'elles nous servent trop en tant que produits. Ça c'est classique chez nous les humains. Par nous et sur nous d'ailleurs. Toute violence de masse commence par le même geste, retirer mentalement à l'autre ce qui le rend semblable à nous. Lui ôter son intelligence, sa sensibilité, sa capacité à souffrir, son droit à exister. Parce qu'on ne peut pas tuer en masse quelqu'un qu'on reconnaît comme son égal. Il Ouais, ça faut c'est d'abord vrai. qu'il cesse d'en être un. Génocide, esclavage, pogrom, le même geste mental. Vous êtes moi. Souvenez-vous d'où on vient. Pendant 20 minutes, on a écouté. On est parti Ouais, de clics qu'on entendait depuis 50 ans et qu'on prenait pour du bruit. Et plus on regardait, plus il y avait quelque chose à voir. D'abord les rythmes, une vingtaine d'architectures qu'on a fini par identifier. Puis les clans, des frontières internes qui ressemblent étrangement à nos langues. Puis les dialogues, des codas qui ne se répètent pas mais qui se répondent. Puis les voyelles, à l'intérieur même du clic. À chaque palier, une couche d'intelligence supplémentaire qu'on n'avait pas vue. Plus on creusait, plus elle était là. Au lieu de retirer mentalement à l'autre ce qui le rend semblable à nous, on cherche à voir ce qu'on n'avait pas regardé. On ajoute de la dignité à un être qui n'en avait pas reçu. Et c'est exactement comme ça qu'on a sauvé les cachalots en 1986. Parce que pendant 20 ans, des chercheurs les ont suivis et écoutés, filmés, comptés, identifiés un par un. Ils ont compris qu'ils avaient des familles, des langues, ouais, des je vies. vois. Et ce savoir, à force, a fini par sortir de l'eau, par toucher des journalistes, par toucher des politiques, et par devenir une honte que de les tuer. Mais on a sauvé qu'eux. Presque tout le reste, les globicéphales, les cochons, les vaches, on n'a pas suffisamment pris le temps de les écouter, ou pas suffisamment pris le temps d'écouter les humains qui ont pris le temps d'écouter ces animaux. Parce que ça ferait de nous des monstres, de torturer et de massacrer des créatures sensibles, et on n'est pas des monstres, hein? Oh Alors on se bouche les putain. oreilles. Je vous disais au début qu'on avait plusieurs hypothèses concernant l'absence de signal de civilisation extraterrestre. Celle qui dit qu'on est seul, celle qui dit qu'elles ont existé, ou qu'elles existeront mais pas en même temps que nous. Celle qui dit qu'elles sont là et qu'on ne sait juste pas écouter. Mais permettez-moi de vous en présenter une autre. Celle qui dit qu'elles sont là et qu'elles nous voient et qu'elles sont terrorisées à l'idée de nous contacter. Ah ouais? Imaginez que vous apparteniez à une civilisation extraterrestre, quelque part autour de Toseti, et que vous regardiez la Terre depuis 50 ans. Qu'est-ce que vous verriez? Vous verriez une espèce de primate qui a colonisé chaque mètre carré de sa planète, qui a transformé les forêts en terrains vagues, les plaines en parking, les océans en décharges, qui a fait disparaître la moitié des animaux sauvages en un demi-siècle, qui a réchauffé son atmosphère au point que les pôles fondent, et qui continue parce qu'elle n'arrive pas à s'arrêter. Vous verriez une espèce qui a mis au point, pour les siens, des armes capables de raser des continents, qui en a stocké assez pour rendre sa planète invivable plusieurs fois et qui s'en sert périodiquement. Vous verriez une espèce qui, à intervalles réguliers, désigne une partie d'elle-même comme moins humaine que le reste, et l'élimine, à chaque siècle, à chaque génération, avec une régularité qui ressemble à une fonction biologique. Vous verriez une espèce qui se tient au sommet d'un écosystème entier et qui domine tout ce qui vient en dessous, et plus incroyable encore, qui a construit à l'intérieur de sa propre civilisation des chaînes de production où d'autres êtres sensibles naissent, vivent et meurent par milliards, sans jamais voir la lumière du jour, sans jamais marcher ou étendre leurs ailes, sans Ça c'est jamais vrai. connaître autre chose que les cages dans lesquelles ils sont maintenus avant de finir en tranche. Ouais. Vous verriez une espèce qui prétend chercher la vie ailleurs dans l'univers et qui, pendant qu'elle scrute le ciel à la recherche d'autres intelligences, est en train de torturer et de massacrer sur sa propre planète des centaines d'autres formes d'intelligence qu'elle ne s'est même pas donné la peine d'essayer de comprendre. Vous verriez une espèce qui n'apprend à connaître que ce qui lui ressemble suffisamment et qui détruit, ou ignore, ou consomme tout le reste. Dites-moi honnêtement à quoi vous penseriez, vous, en observant tout ça à quelques dizaines d'années-lumière de la Terre. Ne pas les contacter. Ça c'est sûr. Ah, c'est ce qui me passionne avec Ego. Chaque fois qu'on regarde une de ces vidéos, Ouais, on va peut-être c'est toujours à la fin une sensibilisation, quoi. Toujours. attendre un peu avant de les contacter. Pouah, les gars, les gars, les gars, les gars. What? Franchement, je suis sans mots. Je suis sans mots. Et Ego, franchement, là, tu me régales. Ça fait 1 heure que je suis en train de tourner et franchement, je ne sais pas si mon PC a pu supporter parce que, mine de rien,
j'ai ma connexion allumée, j'ai beaucoup de choses en arrière-plan qui sont en train de tourner en dehors de mon navigateur et de OBS aussi. Donc, franchement, voilà quoi. Mais franchement, les gars, le son qu'on doit vraiment retenir de cette histoire, c'est que va falloir réellement qu'on essaye de faire le maximum hein, pour protéger des êtres qui vivent à côté de nous. Ok? C'est vraiment ce qu'on doit essayer de faire parce que rien ne sert de chercher une civilisation extraterrestre qu'on va certainement détruire. Ouais, c'est ça. Au lieu de chercher, prendre le temps de comprendre les êtres qui sont autour de nous et essayer de mieux vivre avec eux. Mais écoutez, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que en parlant de ça, Ego ne veut pas nous dire que il est